Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'éducation financière, qui est un véritable enjeu en France. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi pour en apprendre un peu plus sur le sujet, qui est un enjeu pour tous, mais qui est aussi un enjeu pour les femmes. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir des femmes qui se sont réellement emparées de ce sujet de l'éducation financière pour les femmes. Et je commence par Angélique Früchtenreich, relations actionnaire individuelle chez L'Oréal. Bonjour. Ensuite, on aura Axel Lima, responsable du service relations actionnaires d'Engie. Suivi de Estelle Castres, directrice générale France de BlackRock. Et enfin, Inès Archani, fondatrice du site Les Investisseuses. Je vous remercie de les accueillir. Je laisse de la place. Donc, mesdames, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi vous êtes-vous emparées de ce sujet de l'éducation financière pour les femmes? Angélique, peut-être? Oui, bonjour à tous. Il y a 5 ans, début 2020, j'ai eu un petit challenge d'un de mes patrons, qui est le directeur financier du groupe, qui m'a dit « Pourquoi tu ne t'intéresserais pas à l'actionnariat au féminin ?» Et c'était une bonne remarque, sachant que dans notre actionnariat individuel, puisque je m'occupe de communication financière et des actionnaires individuels en particulier, il y avait une sous-représentation des femmes, même si je travaille dans un groupe où beaucoup de femmes sont consommatrices, il y avait quand même une sous-représentation. Et puis la pandémie est arrivée, j'ai découvert des médias qui s'intéressaient aux femmes, à l'émancipation et à l'autonomie financière, dont Vive Média. J'ai compris que le jour où je partais à la retraite, j'aurais une pension de retraite de 40% inférieure à ce que peut toucher un homme, avec un même parcours. Et en fait, ce n'est pas tout à fait le même parcours, parce qu'on sait qu'on a des séquences professionnelles qui sont différentes, du fait de la maternité, d'autres interruptions. Et là, je me suis dit, oula, ça a été le déclic pour moi, et j'ai eu envie de le partager et de l'expliquer à l'équipe dans laquelle je travaille. Et on s'est emparé du sujet, et ça fait sens. Voilà. Et on sent vraiment les évolutions, donc ça fonctionne. Et ça, pour toi, Axel, c'est quelque chose qui est partagé aussi, ce constat-là? Ce constat est partagé. Alors, chez Engie, on a 575 000 actionnaires individuels. 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes. Aujourd'hui, on a la possibilité de bien connaître nos bases d'actionnariat. Effectivement, c'est flagrant. Aujourd'hui, 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. Donc, on a encore beaucoup de femmes à convaincre pour venir à l'investissement en bourse. Ça, c'est le point de départ. Et effectivement, on aura l'occasion d'y revenir, mais l'approche est assez différente sur l'investissement en bourse pour une femme ou pour un homme. Engie, notre activité, c'est d'être leader de la transition énergétique. On est sur des sujets industriels, sur des métiers de l'énergie. Donc, intuitivement, peut-être que pour une femme, on irait moins investir dans un domaine, dans un secteur comme celui-ci, mais je n'ai pas envie d'y croire, puisqu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là, sur l'éducation et sur la partie information. En tout cas, pour moi, c'était une évidence face à ce constat que collectivement, en fait, on doit agir parce qu'on ne peut pas croire que l'investissement, les sujets financiers soient genrés. De la même manière, chez Engie, par exemple, on a plus de mal à recruter des femmes dans les sciences et on ne veut pas croire que ce soit genré. Donc, on va aller chercher les femmes et peut-être qu'on va travailler nos modes de communication. Pour toi, Inès, qui publie régulièrement sur les réseaux sociaux, tu le partages également ? Oui, alors déjà bonjour à tous. Moi je me suis emparée du sujet de l'éducation financière parce que j'ai fait des études de finance et malgré le fait que j'ai choisi de faire des études de finance, je gagnais moins que mes collègues et aussi parce que rien ne fait sens. En tant que femme, on est les personnes qui ont le plus besoin de se mettre en sécurité financière, comme le disait très bien Angélique, 40% de moins à la retraite. Dès le plus jeune âge, on reçoit moins d'argent de poche que les petits garçons. Quand on doit faire un choix de métier, on choisit souvent des carrières qui rémunèrent moins, mais qui sont essentielles au fonctionnement de la société. Donc en fait, et à côté de ça, quand on regarde les chiffres, les femmes, elles épargnent plus, mais elles investissent moins. Et pourtant, on est celles qui ont le plus besoin parce qu'on vit plus longtemps. Voilà. Estelle, et de ton côté ?
Alors déjà, ravie de participer à cette table ronde parce que c'est vraiment un sujet qui me touche à 2 titres personnellement parce que moi j'ai compris très tôt que pour mes parents c'était compliqué les fins de mois et donc j'avais envie très jeune de gagner mon autonomie financière et j'essaye de transmettre ça à mes 3 enfants. Et la deuxième raison, c'est que tout simplement, BlackRock, sa raison d'être, c'est de démocratiser l'épargne financière. Et donc, une personne sur 2 sur Terre est une femme. Bien évidemment, ça nous intéresse. Et je vais peut-être juste revenir sur ce que disaient Angélique et Inès sur le 40%. Pourquoi on arrive à ce 40% à la retraite ? Parce que c'est quand même l'addition de tout un tas de chiffres. C'est déjà la différence salariale. Inès en a parlé, c'est à peu près 15% encore aujourd'hui. Ça a énormément évolué depuis 30-40 ans, mais on est quand même encore sur ce gap-là. Les femmes sont aussi celles qui ont très souvent des carrières hachées, du temps partiel, et c'est elles qui doivent se retrouver de temps en temps quand on est dans des phases compliquées comme la pandémie, à s'arrêter potentiellement de travailler. Et puis elles placent moins leur argent concrètement et sur des placements ultra sécuritaires. Et donc à la fin, à la retraite, effectivement, on arrive à ce 30 ou 40% d'écart. Basé sur ce constat-là, j'ai une question que j'avais même posée en préparant cet entretien, c'est est-ce qu'il y a 2 éducations financières ? Est-ce qu'il y a une éducation financière pour les hommes ? Est-ce qu'il y a une éducation financière pour les femmes ? Et où se joue la frontière, selon vous ? Peut-être Estelle, je laisse le micro. Alors d'abord, déjà, nous, on a sorti un sondage il y a quelques semaines sur les biais cognitifs tout court et même non genrés de comportement face à l'investissement. Et c'est vrai que, par exemple, si on parle des Français, il y a quand même une aversion au risque chez tout le monde. C'est une grande majorité de Français se reconnaissent dans cette aversion au risque. Là où on se rend compte qu'il y a une vraie différenciation avec les femmes, c'est que cette aversion au risque, elle est encore démultipliée. Et les femmes ont encore plus de biais, notamment ce qu'on appelle le biais de suivisme, c'est-à-dire elles ont besoin de se rassurer sur ce sur quoi elles vont investir. Donc elles vont aller demander à leur conjoint, à leur père, à leurs proches, à leur famille, dans quoi ils investissent. Et finalement, elles vont essayer de faire la même chose, qui n'est pas forcément adaptée, puisqu'elles n'ont pas forcément les mêmes objectifs de vie. Donc on voit bien là une grosse différence de comportement des femmes. Pour toi, Axel, tu partages ce sentiment-là ? Je partage ce sentiment et de manière générale, l'éducation financière en France, que ce soit masculin ou féminin, on n'est plutôt pas bon. Laisse à désirer, disons. Exactement. On a encore et toujours ce sujet de l'argent tabou, que ce soit dans la famille, entre amis. On a du mal à se partager des tips, des conseils ou ne serait-ce que d'en parler ouvertement. On ne communique pas sur son salaire. On ne communique pas sur le fait qu'on ouvre une assurance vie, un plan d'épargne retraite ou qu'on a investi en bourse. Alors là, c'est presque de la provoque. Et effectivement, au départ, quand je suis arrivée dans ce secteur-là, je me dis pourquoi inventer des modes de communication différents entre les hommes et les femmes ? Ça ne me paraissait pas franchement évident au tout départ. Et puis, j'ai eu l'occasion d'assister à un module de formation organisé par la Place des investisseurs qui était conçu spécialement pour les femmes. Et la première question à la suite de ce module, c'était je vais certainement poser une question qui est très bête. Et là, collectivement, on s'est fait un tilt où on s'est dit les femmes n'osent pas. Les femmes n'osent pas prendre la parole. Les femmes n'osent pas poser des questions de peur de poser une question bête. Donc, effectivement, on a fait le choix, chez Engie récemment, de lancer avec Place des investisseurs en partenariat des modules de formation spéciale femmes. De la même manière qu'on accompagne, mais avec Angélique, on accompagne Perspective de vie, une chaîne YouTube un peu spéciale femmes. Donc, effectivement, des canaux de communication spéciales femmes permettent aux femmes d'être plus à l'aise avec l'investissement de manière générale et plus particulièrement l'investissement en bourse. Donc Angélique, il n'y a pas 2 éducations financières, il y a des approches différentes. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été expliqué, parce que l'éducation financière en France, ça n'existe pas. En revanche, je pense qu'on porte le poids de notre histoire,
de ces biais culturels, sociaux, historiques. Je vous rappelle que depuis 60 ans seulement, les femmes ont le droit d'ouvrir un compte bancaire seules. Donc, ce n'est pas si ancien que ça. Et puis, on sait que voilà, quand il y avait des transmissions d'entreprises, puisqu'on est un territoire de PME, souvent l'entreprise était cédée aux garçons. Et la fille, on lui faisait gentiment un petit chèque pour compenser. Voilà, il y a toute cette histoire dans laquelle on a été élevé. Et puis l'argent, on a beau dire, est quand même relativement genré. Et puis aujourd'hui, dans un couple classique, maman finance les yaourts et papa finance la voiture. Donc c'est aussi encore cette histoire qui pèse. Donc non, je pense que l'éducation est pauvre pour les deux femmes et hommes, si ce n'est que les hommes parfois se sentent un peu plus aisés par rapport à ça, enfin se croient plus engagés et mieux éduqués, mais c'est pas tout à fait vrai. Donc il y a le poids de l'histoire et le poids de la culture qu'il faut réussir à déconstruire. C'est quelque chose que tu constates aussi, toi, Inès ? Tout à fait, et je trouve que ça a rapporté beaucoup d'argent et ça en rapporte encore beaucoup, le fait que les femmes dépensent beaucoup d'argent et que... Enfin, en fait, je trouve qu'en tant que femme, on est programmé à être pauvre. Déjà, il y a l'héritage culturel que... S'il vous plaît. Il y a l'héritage culturel qui pèse lourd. Moi, je suis née en 1996 et il n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas de modèle. Et mes références, c'était les femmes des films que je regardais ou des séries. Carrie Bradshaw dans Sex and the City qui se posait la question de est-ce que je dois payer mon loyer ou payer mes factures ? Ou les femmes qui réussissaient, comme par exemple dans Le diable s'habille en Prada, c'était des femmes seules, isolées. Tu vois, elle a réussi, mais elle est toute seule. Ou encore un autre exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est dans Pretty Woman, quand la femme, elle est sauvée par quelqu'un qui a de l'argent. Ou si on, on revient sur ce que Angélique disait juste avant sur les transmissions d'entreprise, ça a été le cas de Paris Hilton. Elle a été éloignée de l'empire de son père et elle a reconstruit après elle-même ses entreprises. Et donc c'est assez surprenant. Donc il n'y a pas deux éducations financières parce que les règles sont les mêmes. Faire un budget, c'est pareil pour tout le monde. Gérer les risques, c'est pareil pour tout le monde. Mais l'approche, elle doit être très différente. Et il faut montrer aux femmes en fait, qu'elles sont légitimes, que dans la réalité, ce sont de meilleurs investisseurs. On va en parler juste après. Et en fait, leur donner plus confiance en elles, en fait, tout simplement. Parce que c'est pas si compliqué. C'est juste que la finance, c'est une nouvelle langue pour tout le monde. Même pour les hommes, c'est pas évident. Et aujourd'hui, quand on arrive sur une plateforme d'investissement, c'est compliqué pour tout le monde, à part ceux qui travaillent sur le fait que ce soit accessible. Sinon, c'est compliqué. Voilà. Et effectivement, tu y faisais référence à l'instant, mais j'avais vu passer une étude, je ne pourrais plus citer la source, peut-être que c'était BlackRock, je ne sais pas, mais il y avait une étude sur le fait que les femmes avaient tendance à avoir de meilleures performances financières lorsqu'il s'agissait d'investissement. Donc, est-ce qu'il existe une différence presque structurelle dans la manière d'investir pour les hommes ou pour les femmes, Inès ? Alors, pour ce point-là, on a tendance à dire que les femmes ne prennent pas de risques et que c'est pour ça qu'elles ne développent pas leur patrimoine, mais celles qui investissent, elles prennent des risques, mais mesurés. Je trouve que les hommes, en tout cas de mon expérience, hein, ça dépend, ils ont un rapport un peu sportif à l'investissement. Ils se posent plutôt la question de comment je vais faire x2 avec mon capital. Ils font beaucoup de transactions, ce qui fait que du coup leur portefeuille sur le long terme performe moins bien, alors que les femmes, elles se posent des vraies questions comme qu'est-ce que je vais pouvoir construire en investissant, qu'est-ce que je vais pouvoir passer à mes enfants. Et ça, en fait, l'approche n'est pas la même et on a tendance à se dire que voilà, les femmes, elles sont moins audacieuses, mais je trouve que c'est des attributs très importants pour être un bon investisseur, d'être patient, de faire ses recherches et de ne pas prendre trop de risques avec son capital. Estelle, alors je ne sais pas si c'était une étude BlackRock, mais... Peut-être. On en sort beaucoup, on aime beaucoup les chiffres, on aime beaucoup justement mieux comprendre les comportements. Et je voulais revenir sur ce que disait Inès, parce qu'en fait, quand on pose la question à une femme, êtes-vous prête à perdre 20% de votre capital ? Ce qui est très souvent dans la quantité de questions qu'on vous pose au tout début de votre cheminement vers l'investissement. La grande majorité des femmes vont répondre non, de ce fait, de cette aversion au risque. Par contre, si vous transformez les questions en mode « c'est quoi vos objectifs de vie ? Est-ce que c'est acheter un appartement, une maison ? Est-ce que c'est financer les études des enfants ? Est-ce que c'est venir compléter votre retraite ?» Là, on change complètement l'approche et c'est là où les femmes ont ce côté moins
peut-être gaming, moins risque-tout dans leur portefeuille. Mais c'est vraiment de transformer ce dialogue. Et ça, c'est cette partie de pédagogie où l'ensemble des acteurs qui vont aider les femmes à investir doivent s'emparer de ce narratif. Axel, toi, c'est aussi quelque chose que tu constates de ton expérience ? Je suis plus sur les points communs que sur les différences finalement, parce que pour moi, notre actionnariat, il investit dans notre valeur parce que pour rechercher de la performance, le point commun de tous les investisseurs, qu'ils soient hommes ou femmes, et puis pour aller chercher de l'impact positif. Engie, leader de la transition énergétique, notre job, c'est de développer des solutions bas carbone pour les collectivités locales, les industriels, etc. Effectivement, on n'a pas une activité, je dirais, très féminine, peut-être comme des secteurs de cosméto. Et effectivement, je crois que la clé pour les femmes, c'est peut-être encore plus que les hommes, je n'en sais rien, c'est de comprendre dans quoi elles investissent. La clé, c'est la compréhension. Il ne s'agit pas de tout comprendre, d'être un super sachant, mais simplement de comprendre les activités dans les valeurs, enfin des valeurs dans lesquelles j'investis, de comprendre les chiffres, tout simplement. Et c'est pour ça que l'éducation financière est en particulier encore plus importante chez les femmes, parce que pour elles, comme tu le disais, effectivement, l'aversion au risque est flagrante. Donc, pour inverser cette tendance-là, rien de mieux que de savoir dans quoi on investit. Donc est-ce que finalement cette question du sens, de remettre du sens à ces investissements qui pourrait être un peu plus présent chez les femmes plutôt que chez les hommes, Angélique ? Oui, c'est vrai, c'est certain. Il y a peut-être un point aussi qu'on n'a pas encore abordé, c'est que la capacité d'investissement et d'épargne d'une femme est quand même, en fonction de son niveau salarial, est différente d'un homme. Donc c'est aussi un frein, sans doute, puisqu'elle dispose de moins de budget, et comme elle a moins de connaissances, enfin elle a le sentiment qu'elle connaît moins, elle est peut-être plus averse aussi à investir. Et tout l'intérêt de ces tables rondes et de tout ce qu'on anime chacune dans notre côté, c'est de produire justement des supports, des outils, des déclics pour expliquer qu'il est jamais trop tard. Même si on fait petit et qu'on fait régulièrement, c'est bien, mais il faut que ce soit cette réflexion qui permette de se créer, c'est très bien, un patrimoine. Et même si notre budget est moindre, il faut mettre le pied à l'étrier pour construire ça, être indépendante. C'est son autonomie financière est importante. Estelle, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, voilà, je voulais compléter ce que Angélique vient de dire. Nous, on fait beaucoup de sondages tout le temps. L'année dernière, on avait étudié justement entre les hommes et les femmes quel était le montant que les Français pensaient qu'ils devaient avoir avant de commencer à investir. Et les hommes, c'était autour de 6 500, 7 000 euros. Et les femmes, c'était quasiment 9 000 euros. Alors qu'en réalité, on peut commencer son parcours d'investisseur avec 5 euros. Aujourd'hui, on a quand même des outils comme les ETF. On est chez BlackRock le leader en Europe sur les ETF. Avec 5 euros, vous pouvez commencer votre parcours d'investisseur. Et c'est justement ce côté placement, même petit montant, mais très très régulier, tous les mois, tous les trimestres, qui à la fin commence à faire quand même des cagnottes qui peuvent être plutôt intéressantes. Je partageais ce matin sur Boursorama qu'en plaçant par exemple 20 euros par mois à la naissance d'un enfant, si on le place pendant 18 ans, on va arriver sur un montant de presque 10 000 euros qui peut justement servir à financer de belles études. Donc on voit bien l'importance justement de ce narratif de l'investissement. Ça peut être ultra simple et en plus c'est accessible à toutes et à tous. Avec 5 euros, on peut commencer ce cheminement. Justement, l'investissement est de plus en plus accessible et beaucoup d'acteurs y contribuent. Le maillon manquant, c'est l'éducation financière. Vous vous êtes emparé du sujet de l'éducation financière pour les femmes. Vous êtes allé sur le terrain. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour, si on est une femme, s'éduquer financièrement? Quel pas à faire? Et
J'irai même un peu plus loin. Quel est le rôle des émetteurs de L'Oréal, d'Engie dans cette démarche-là d'éducation financière? Axel? Collectivement, comme on se l'est dit, l'éducation financière est pauvre en France. Les entreprises ont un rôle à jouer. Elles ont un rôle à jouer pour expliquer ce qu'est l'investissement en bourse, mais aussi accompagner nos futurs actionnaires et des jeunes en fait sur ce qu'est un PEA, un compte titre, etc. Donc en fait, ce qui bloque souvent, c'est la première marche. Et nous, notre job, c'est d'accompagner cette première marche. Donc on travaille avec Place des investisseurs sur ces sujets-là. D'ailleurs, on a développé un module qui s'appelle Place des investisseurs académie, qui est gratuit, dans lequel que vous pouvez consulter pour aller vous former. Ensemble, avec L'Oréal, Engie, mais aussi d'autres émetteurs, on soutient financièrement toutes les actions d'éducation financière qui peuvent accompagner les Français dans l'investissement. Ça fait partie, je trouve, de notre ADN en tant que grand groupe français. Angélique, toi qui représentes aussi un grand groupe français, L'Oréal? Oui, on s'est retrouvé face à un paradoxe en fait, et c'est aussi ça qui a fait émerger toute notre engagement autour de la pédagogie. C'est-à-dire qu'on a toujours comme objectif de fidéliser nos actionnaires individuels et d'en recruter de nouveaux. Et en fait, recruter de nouveaux quand en fait les actionnaires, les potentiels actionnaires n'ont pas les bases en termes d'éducation financière, on se mord la queue puisqu'on essaye de proposer des produits, des actions et d'investir dans un groupe auquel on croit. Mais finalement, en face de nous, on a des personnes qui n'y connaissent rien, qui ne savent pas par quel bout le prendre. Voilà. Donc on s'est dit que si on voulait préparer l'actionnariat individuel de demain, il fallait, en tant qu'émetteur, et puis parce qu'on est très engagé sur le sujet aussi, proposer des outils, des solutions. Donc ça peut être des petites capsules, vidéos, ça peut être des animations avec un influenceur, finfluenceur auprès d'audiences captives, ça peut être participer à des médias type Perspective de vie qui proposent des séries mais complètement pédagogiques, basiques. On pourrait dire basique, mais il n'y a rien de péjoratif, où on nous prend par la main pour nous expliquer déjà quel est le bilan, quel est le constat, et comment on peut remédier à ça pas à pas. Et ça, c'est autant d'éléments qui permettent de faire bouger les lignes. Et on se rend compte que ça bouge quand même beaucoup. Beaucoup d'émetteurs s'en sont emparés. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est aussi on travaille avec des finfluenceurs. Que ce soit des femmes comme Inès, des hommes comme toi, parce qu'on a compris qu'en fait, au-delà de la pédagogie aussi, il fallait adresser nos messages à des audiences qui se connectent avec des canaux de communication type réseaux sociaux qui étaient beaucoup moins présents et valorisés il y a quelques années. Et donc, voilà, tout ça, mis bout à bout. Alors, c'est multicanal, ça suppose beaucoup d'énergie, beaucoup de réseaux, beaucoup de connexion. On n'est plus dans le top-down, il faut faire du transverse, mais ça produit ses effets et nous, on le mesure chaque année. Vous le mesurez. Toi, Inès, le terrain, c'est ton quotidien. Donc, tu publies régulièrement sur les réseaux, donc tu es proche du sujet. Quelle est ton approche justement sur l'éducation financière pour les femmes, et donc qui sont principalement ton audience, j'imagine? En fait, c'est tout simple. Je pense que les acteurs, les institutions financières qui ne se mettent pas à jour dans les prochaines années vont disparaître parce qu'on est face à une nouvelle population, enfin, je pense à la génération Z ou même les millénials, qui veulent vraiment comprendre, qu'on en a marre d'arriver sur des plateformes où c'est incompréhensible, où c'est compliqué de savoir dans quoi j'investis, où je ne sais pas concrètement combien ça me coûte, parce que les frais aussi, ça peut coûter très cher sur le long terme et grignoter tes investissements. Donc ça, déjà, c'est essentiel de partir sur des formats simples, accessibles à tous. Encore une fois, c'est comme apprendre une nouvelle langue, et il faut que ce soit simplifié. On voit de plus en plus d'acteurs. Déjà, bravo à BlackRock, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup travaillé sur la simplification. Même les rapports que vous faites mensuels, ils sont très simples, et ça, c'est très bien. Donc, des choses simples. Et encore une fois, je pense que tout le monde ici connaît beaucoup de nouvelles plateformes qui ont émergé il n'y a pas très longtemps, qui renversent le marché, qui
accueillent beaucoup de nouveaux clients, même si elles ont moins de moyens, tout simplement parce que les plateformes, elles sont simples. On sait exactement dans quoi on investit, les frais sont bas, on a accès à des communautés privées, on peut poser nos questions, et ça, c'est vraiment le futur de la finance. Voilà. C'est une belle transition pour toi, Estelle, parce qu'a priori, vous faites des choses. Donc, Tout à fait, merci beaucoup Inès. Effectivement, nous on travaille, alors déjà on ne vend jamais nos produits en direct, on passe toujours par des partenaires en France et dans le monde, et donc on travaille avec les partenaires digitaux dont parlait Inès, avec les acteurs plus traditionnels, les banques, les assureurs et autres, et justement il y a un vrai élan aujourd'hui, et on les accompagne sur cette éducation financière, cette pédagogie. On amène un certain nombre de sondages. Nous, on adore les sondages, les chiffres et cette analyse des comportements et des différents biais et des freins pour passer au-delà, justement. Et donc, on accompagne l'ensemble de nos partenaires, que ce soit par des vidéos, des journées comme aujourd'hui, et des podcasts. Enfin, on va vraiment chercher tous les médias possibles pour atteindre la cible. Et quelque part, parce que là, on a quand même parlé de tout ce qui reste à faire, mais on peut quand même déjà dire qu'il y a une vraie révolution, enfin j'utilise le terme révolution, sur la jeune génération, tu l'as souligné. On voit que cette nouvelle génération, les moins de 35 ans, se sont complètement emparés du sujet investissement. Ils ont beaucoup moins d'aversion au risque. Et dans cette nouvelle génération, on voit beaucoup plus de femmes, de jeunes femmes, qui veulent gagner en autonomie financière. Et ça, c'est très, très positif. c'était ma dernière question, c'est aussi une excellente transition, merci. Vous vous êtes emparé du sujet, on peut faire le constat aujourd'hui que c'est peut-être pas suffisant, mais est-ce que déjà, depuis que vous êtes là-dedans, dans ce sujet, est-ce que vous voyez des évolutions notables? Peut-être qu'il y a des chiffres, des études? Alors, je vais donner quelques chiffres d'ETF, puisqu'on vient de sortir notre étude People and Money cette semaine sur les ETF en Europe et en France. En France, en fait, l'année 2025, c'est une année pivot sur l'adoption et l'accélération des ETF. On est aujourd'hui à 2,6 millions de Français qui investissent sur des ETF. Ça fait 1,3 million de plus que l'année dernière. Et il y a une part de plus en plus importante des femmes, des jeunes femmes, et une forte croissance. Donc un investisseur sur deux de ces nouveaux investisseurs sont des jeunes de moins de 35 ans. Donc on voit bien là l'importance. Par contre, ce 2,6 millions, on peut le rapporter à, en Allemagne, 14 millions d'investisseurs en ETF. Donc vous voyez qu'on a encore une marche assez importante à franchir en France. Est-ce que sur le terrain, c'est quelque chose que vous voyez aussi, cette évolution-là, et notamment en lien avec cette nouvelle génération, Angélique? Ah oui, oui. Et puis, on le voit déjà avec la création d'un salon comme la Paris Investor Week, on a pu remarquer quand même qu'il y avait plein de femmes, plein de jeunes femmes dans les couloirs qui viennent poser des questions, Voilà, voilà, ça y est, ça bouge. On le voit, nous, dans les équipes en interne aussi, beaucoup. Le sujet de l'éducation financière, finalement, s'adresse à tout le monde, même si j'ai la chance d'être dans un groupe qui s'occupe très bien de ses salariés. Voilà, on a la chance de pouvoir se constituer des patrimoines régulièrement, mais il y a toujours ce manque d'éducation financière. Donc, on voit que toutes ces actions, en fait, résonnent à droite, à gauche. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais ouais, ça fonctionne bien. Et j'ai lu, moi, hier, le tableau de bord de l'AMF qui est sorti pour la fin du mois d'octobre. En fait, il y a eu près de 700 000 investisseurs particuliers sur le troisième trimestre 2025. Et c'est le plus grand score sur le troisième trimestre en opération vente d'actions depuis la pandémie. Donc il y avait eu un boom au moment de la pandémie, il y avait eu encore un peu de croissance, mais un peu de décélération. Et là, ça y est, ça repart. Je pense que c'est quand même lié aussi au contexte. Ces jeunes générations, elles ont un rapport complètement décomplexé à l'argent. Donc ça, c'est nouveau. Et c'est bien. Et puis le contexte aussi social, économique, politique fait que peut-être les plus jeunes ont réalisé que l'assistanat à tout va, l'avenir était un petit peu plus difficile. Et donc s'empare du sujet et c'est bien. Voilà, se prendre en main. Ça devient un véritable enjeu majeur. Ça, Axel. Et un panel composé de femmes sur des sujets de communication financière. Là, je trouve que c'est notable, effectivement. On a plus de femmes dans les métiers de la finance, dans les métiers de la communication financière, dans les métiers techniques, scientifiques.
Les choses commencent à évoluer, mais on a encore du chemin et on ne va rien lâcher. Il y a du chemin. Inès, toi, tu agis tous les jours. J'ai presque envie de te laisser le mot de la fin pour clôturer ce bal. Alors déjà, bonne nouvelle mesdames, selon le rapport de McKinsey, entre 2018 et 2024, la richesse contrôlée par les femmes elle a augmenté de 51%. Donc ça déjà, c'est une super nouvelle. Il y a de plus en plus de jeunes qui investissent et qui s'y intéressent plus tôt. Moi, dans mon audience, quand je me suis lancée en 2020, j'étais plutôt suivie par des personnes entre 35 et 50 ans, et là c'est de plus en plus jeune, on a de plus en plus de femmes de 25 ans qui s'intéressent à l'investissement, qui veulent construire leur avenir et qui comprennent que c'est important. Et comme le disait bien Angélique, on est aussi dans un autre contexte où on ne peut plus dépendre de l'État, on ne peut plus être assisté, on n'a plus confiance en la retraite. On est une génération où les prix des biens immobiliers ont explosé, donc on est obligé de se créer de la richesse autrement, et ça c'est très positif. Et il y a aussi un autre rapport qui était sorti de Women in Investing Study de 2024 qui disait qu'il y a de plus en plus de personnes de la génération Z qui ne voient plus l'investissement comme quelque chose de risqué, qui trouvent que simplement quand on investit en bourse, on investit dans les plus grosses entreprises de cette planète, via des ETF par exemple, et que c'est un vrai moyen de construire de la richesse sur le long terme. Un grand merci, mesdames, de nous avoir éclairés sur ce sujet. On n'aura pas la place pour les questions, mais n'hésitez pas à les attraper en sortie de scène, elles feront un plaisir de vous répondre. Merci à tous.